L'interview romaine, présentée par Cyprien Viette. Père Antonio Pelayo, bonjour. Vous êtes Bonjour. prêtre du diocèse de Valladolid depuis 56 ans. Vous êtes conseiller ecclésiastique de l'ambassade d'Espagne près le Saint-Siège et en même temps journaliste. Comment cette triple vocation de prêtre, de diplomate et de journaliste est née ? C'était pas prévu, donc c'était pas dans mon programme vital. Prêtre, oui, parce que j'ai commencé ma carrière, si on peut l'appeler comme ça, quand j'avais 11 ans, quand j'étais ordonné prêtre en 1968, qui est une année un petit peu particulière. Moi, j'avais pas du tout pensé à devenir journaliste. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais déjà écrit quelques papiers sur le cinéma, qui était ma passion de jeunesse. Et donc, pour moi, être prêtre et journaliste, ça a été, comment dirais-je, une chose indissoluble, enfin, en même temps. Je ne suis pas un prêtre qui après est devenu journaliste, et non plus un journaliste qui est devenu prêtre. L'aspect diplomatique, ça arrive beaucoup plus tard. Ça fait 16 ans que je suis à l'ambassade d'Espagne auprès de Saint-Siège. Ça m'a compliqué la vie comme journaliste. Pas comme prêtre, parce que comme journaliste, évidemment, je ne peux pas utiliser certaines données que je peux apprendre à l'ambassade. Ça me produit de temps en temps quelques problèmes. J'étais déjà envoyé spécial à Rome à la mort de Paul VI, au premier synode. Mais enfin, d'une façon définitive, 1986, janvier, j'ai vécu à Rome pendant toute cette période, couvrant les multiples circonstances de la vie politique, économique, sociale de ces pays, de ces beaux pays qu'est l'Italie. Alors si on revient au Vatican, vous avez connu 3 papes, Jean-Paul II, Benoît XVI et François. Comment le travail de journaliste a-t-il évolué au fil de ces 3 pontificats ? Mon pape idéal, je vous le dis franchement, c'est Paul VI. C'est pas parce que c'était le pape sous lequel j'étais ordonné prêtre, mais je crois que c'est le pape qui a ouvert l'Église au monde, qui a fait de l'Église une institution présente dans le monde, et c'est lui qui a ouvert des choses qu'après les autres successeurs ont pu en profiter. Les vols, les visites dans les 5 continents, enfin beaucoup de choses. Et surtout cette ouverture au monde et avoir fini le Concile Vatican II qui n'était pas une chose facile. Alors, Jean-Paul II, je l'avais connu avant d'être pape. Je l'ai connu quand il était archevêque de Cracovie et j'ai mis même une rencontre avec lui. Donc, quand il a été élu, ça ne m'a pas surpris beaucoup. C'est-à-dire que j'avais soupçonné que cette fois-là, il pourrait être un pape non italien. Un pape venant des pays de l'Est, c'était un petit peu plus surprenant. Mais lui, tout de suite, a démontré son esprit européen, son ouverture, et tout le monde reconnaît qu'il a été un des gens qui ont coopéré le plus pour faire tomber les fameux rideaux d'acier. C'était un homme formidable. Enfin, je lui accompagné dans plusieurs de ses voyages, dans tous les voyages qu'il a fait en Pologne. Il a fait 9 voyages en Pologne. Alors, depuis le premier qui a été une apothéose dans un pays qui était encore un pays communiste, très communiste, mais enfin, l'Église était aussi très présente. Et donc, lui a eu ce courage extrêmement remarquable d'être le pape de l'ouverture, de rompre ces tabous de l'Est et de l'Ouest, comme il a dit plusieurs fois. L'Europe doit respirer à 2 poumons, l'Est et l'Ouest. Ratzinger était tout un homme complètement différent de Jean-Paul II, un intellectuel d'un premier ordre. Je crois que jamais un pape a été aussi bien formé d'un point de vue théologique comme Joseph Ratzinger. Et il savait très bien que c'était dur pour lui d'être l'héritier de Jean-Paul II. Mais il a su donner une profondeur au magistère pontifical qu'il a fait beaucoup aimer. Je crois que sa figure et sa personne a augmenté déjà beaucoup dans les années suivant sa démission et l'augmenterait encore.
parce qu'il est vraiment, quand on relit ses livres, les très fameux volumes de la vie du Christ, ce sont des livres sublimes. Et François, c'est aussi c'est l'autre pape, parce qu'il a inauguré une façon d'être pape complètement différente. Ce n'est pas seulement le problème qu'il a quitté le palais apostolique, mais c'est déjà pas mal, mais c'est surtout un pape proche, qui cherche d'être voisin de tous ces gens-là qu'il croise dans sa vie. On sait par exemple maintenant qu'il est déjà avec une santé un petit peu faible, on sait combien de gens il reçoit, mais pas seulement officiellement le matin, mais pas dans l'après-midi. C'est lui, il passe des gens avec lesquels il parle de toutes formes de conditions sociales, de pensées théologiques ou idéologiques. Donc c'est un homme de proximité. Et surtout de proximité avec les plus pauvres, les plus, comme il dit, écartés, ceux qui ne comptent pas, ceux qui n'ont pas voix. Et ça, il le fait très bien. Une question sur le fait que le pape soit un hispanophone, un argentin. Quel est le regard porté par l'Espagne, par les catholiques espagnols sur ce pape d'Amérique du Sud? Bon, en Espagne, évidemment, le fait d'avoir un pape qui parle espagnol, c'est une chose qui nous honore beaucoup, parce que nous tenons beaucoup à notre langue. Bon, et il y a une certaine, comment dirais-je, un certain groupe d'Espagnols qui n'aiment pas beaucoup ce pape, surtout qui regrettent énormément que le pape ne soit pas venu en Espagne. C'est vrai qu'il a considéré la situation plusieurs fois, mais c'est vrai aussi que les évêques n'étaient pas tout à fait d'accord. D'abord parce qu'il y a un bloc des évêques qui, heureusement, diminue, mais il est maintenant beaucoup plus mineur qu'avant. Mais enfin, il y a des évêques qui sont presque ouvertement contraires à ce pape-là. La population espagnole aime beaucoup ce pape-là parce qu'il le voit comme ça, un homme simple, un homme qui s'aime faire des rigolades, qui s'exprime avec beaucoup de liberté. Il a donné beaucoup d'entretiens aux médias espagnols, pas à nous, enfin, si, à nous, si, à l'hebdomadaire Vida Nueva, il nous a donné 3 jours d'entretien ici à Rome. Mais enfin, dans d'autres journaux comme ça. Donc, en général, l'Espagne aime beaucoup ce pape. Il attend toujours sa visite. On parle maintenant qu'il pourrait peut-être faire une courte visite aux îles Canaries par rapport à ces problèmes de migration qu'il tient beaucoup au cœur et qui, les îles Canaries, aujourd'hui, ils sont devenus un point d'arrivée de tous ces Africains qui viennent de Gambia, du Sénégal, parce que des îles Canaries à l'Afrique, c'est pas loin. Hein. Et donc, peut-être il pourrait faire ça. Il a dit qu'il voudrait le faire. Mais enfin, l'Espagne, on verra. Mais on aimerait beaucoup le voir. Vous venez d'un pays européen qui a été marqué par une forte sécularisation, par des transformations sociales énormes, notamment au niveau de la jeunesse. Comment, dans vos échanges, par exemple, avec les autres conseillers ecclésiastiques présents ici à Rome, vous témoignez de ce que l'Espagne a vécu de spécifique comme expérience? Bon, et donc en Espagne, pendant toutes les périodes franquistes, il y avait ce qu'on appelait le national-catholicisme. Donc c'était un catholicisme officiel, il n'y avait pas la loi de divorce, les mariages civils étaient rarissimes, tout le monde était baptisé pratiquement. Enfin, il y avait toujours une petite minorité laïque, mais enfin très petite. Donc il y avait ce nationalisme et national-catholicisme qui a disparu, surtout après la mort de Franco. Mais déjà avant. Ça, c'est un phénomène parallèle au développement économique qui commence. L'Espagne rompt son autarkie économique aux années 60, donc 15 ans avant la mort de Franco, mais il y a une espèce de boom économique de l'Espagne et ça fait que parallèlement, il y a une sécularisation. Aussi, il y a un autre élément, c'est la présence des touristes. Ça a montré aux Espagnols une façon de vivre différente.
Et après, il y a eu une crise au sein de l'Église. Enfin, il y a eu une baisse considérable de vocation. Et il y a une baisse encore considérable du clergé, des religieux. Mais enfin, encore, nous sommes dans un domaine soutenable. Mais par contre, je dis dans le domaine des vocations, des anciens, des diocèses qui étaient des anciens vivaient des vocations, les Pays Basques, la Navarre, la Galice. Aujourd'hui, il y a les diocèses de Bilbao, il y a un séminariste. Un. Quand avant, il y avait des centaines. Donc, ça fait que la baisse des séminaristes espagnols est toujours en baisse. On n'arrive même pas à 1000 séminaristes majeurs. Et donc, le clergé espagnol, c'est un clergé très âgé. Les moyennes d'âge, c'est autour de 70 ans. Il y a peu de jeunes prêtres. Et on soupçonne, je crois que ce n'est pas faux du tout, que les jeunes prêtres sont virés un petit peu à droite. Chose qui inquiète un petit peu les évêques les plus souvent. Mais enfin, c'est quand même c'est une sécularisation assez profonde. Une dernière question, si vous parlez de l'âge des prêtres, je ne trahis pas de secret en disant que vous venez de fêter vos 80 ans. Voilà, qu'est-ce qui vous fait exactement. tenir? Je suis très fier d'avoir fait 80 ans. J'ai pu en plus partager ça avec le pape lui-même. Le pape a eu la gentillesse d'abord de m'envoyer 6 bouteilles de vin argentin, dont j'ai déjà bu 4, il me reste encore 2. Et surtout de me recevoir dans son appartement pendant 50 minutes, et qui a été une conversation, comme je vous disais tout à l'heure, entre proches, entre personnes qui se connaissent. Le pape me fait l'honneur de lire mes papiers dans Vida Nueva. Et donc, on a parlé avec toute franchise, avec toute honnêteté. Je n'avais pas prévu de lui poser des questions parce que je n'avais jamais pensé que ça allait durer 50 minutes. Je pensais que ça pourrait durer 10 minutes, 15 minutes maximum. Mais lui, il m'a posé beaucoup de questions sur l'Espagne, politique, économique, religieuse, surtout religieuse. Moi, je me suis exprimé avec toute la liberté dont je suis capable. Et je me suis trouvé vraiment avec quelqu'un avec lequel on pouvait parler sans aucune limite, en disant c'est ce que je pense, qui n'est pas toujours très positif pour l'Église, et même pas pour son pontificat. Je lui parlais un petit peu critiquement du système de l'information dans l'Église, qui nous savons qui est assez pénible. Lui-même, c'est son office de presse, mais pour le reste, il y a des vides pénibles. L'interview romaine, présentée par Cyprien Viette.